Le deuxième principe, oui, j'avais pris cet exemple, si la France pratique 0% de droits de douane sur le coton des pays d'Afrique de l'Ouest, ce qu'elle fait, elle doit accorder 0% de droits de douane sur le coton de tous les pays de l'OMC, ce qu'elle devra faire. Il y a un autre principe qui s'appelle le principe du traitement national. Alors là, je vais... Le principe, c'est celui-là. Attention, quand il faut accorder aux étrangers, ce n'est pas les individus, hein. Ce n'est pas les individus, c'est les firmes privées. Parce que sinon, j'en entends une qui hurle. Donc, les produits et les services importés et les produits et les services locaux doivent être traités d'une manière égale. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que l'accord soit bouclé. Vous savez qu'il y a aux États-Unis de grandes universités privées, hein, où il faut parfois 100 000 $ par an d'inscription. En tout cas, c'est le cas à Yale. Si l'accord est signé, elles auront le droit de venir s'installer, par exemple, en France. En vertu du principe du traitement national, ce que la France consacre pour ses universités à elle, et je parle des universités publiques, elle devra l'accorder de la même manière aux universités privées américaines qui viendraient à s'installer sur son sol. C'est ça le principe du traitement national. Alors vous me direz, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Elle ne pourra pas le faire. Il n'y a déjà pas assez d'argent pour nos propres universités. Elle ne pourra pas le faire. Qu'est-ce qu'elle devra faire alors? Ou bien se faire poursuivre devant le tribunal de l'OMC et payer des compensations qui se chiffreront en centaines de millions de dollars, ou bien supprimer la règle. Mais ici, supprimer la règle, ça veut dire quoi? Ne plus avoir d'université publique, c'est-à-dire privatiser. Le principe du traitement national, c'est cette technique diabolique qu'ils ont inventée. Et quand je dis « ils », ce sont nos gouvernements qui négociaient les accords de l'OMC entre 1986 et 1994. C'est ce mécanisme diabolique pour mettre fin au service public. Et cette partie-là a été négociée quand à la tête du gouvernement français se trouvaient des individus qui s'appelaient successivement Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy. Donc, exemple, si on subventionne une école française, il faut subventionner de la même manière l'école américaine qui vient s'installer en France. On ne pourra pas. On mettra fin au financement de l'école française. Ce sera donc la privatisation. Je rappelle quels sont les grands accords de l'OMC. C'est 3 paquets. Et vous voyez l'accès au marché. Avec déjà des accords. Il y a déjà eu des accords dans le domaine de l'agriculture, de la réglementation sanitaire, des textiles, des vêtements. Enfin, vous avez la liste. Il y a le deuxième grand accord dont on a beaucoup parlé parce qu'on en faisait campagne il y a une dizaine d'années, la GCS, l'accord général sur le commerce des services, dont l'objectif est de mettre en concurrence toutes les activités de services. Et il a fait un petit depuis, hein, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis un accord sur les droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les copyrights et les brevets. Ben, je vous disais une petite leçon de vocabulaire. Quand vous verrez dans le projet de mandat européen de négociation le mot « règle », ne pensez pas à ce que vous avez l'habitude de connaître par le mot « règle », parce que ce sont des dispositions pour faire disparaître les règles qui existent. Quand vous allez voir le mot « discipline », bien, les disciplines, ce sont des catalogues. Ce sont des catalogues de règles qui peuvent être nationales ou locales et qui sont considérées comme des obstacles au commerce des services, aux investissements, au marché public, parce qu'elles sont considérées comme plus rigoureuses que nécessaires. Interdire le porc chloré, c'est trop rigoureux, c'est plus rigoureux que nécessaire. Et donc, ça figurera dans une discipline. Quand on vous parle de transparence, bien sûr, c'est rendre publiques toutes les réglementations et toutes les législations, mais c'est faire connaître à l'OMC celles que l'on prépare. Il y a une grande cachotterie de tous nos gouvernements depuis que l'OMC est entré en vigueur en 1995, c'est quand ils préparent une nouvelle réglementation ou une nouvelle législation qui concerne que ce soit
le commerce des services, les investissements, les marchés publics, etc., ils doivent d'abord l'envoyer à Genève, au siège de l'OMC, pour vérification si c'est bien conforme aux accords de l'OMC et aux engagements pris par les gouvernements. Et puis mettons-nous d'accord sur de quoi parle-t-on quand on parle des services. Alors vous savez, les services, c'est très vaste. On ne se rend pas compte à quel point, du moment où on s'éveille jusqu'au moment où on s'endort, on fait appel à une activité de service. Ben, quand vous vous éveillez, souvent d'ailleurs à la mauvaise saison, vous êtes obligé d'éclairer votre chambre. Vous faites appel à une activité de service, la distribution d'électricité. Si vous passez à la salle de bain et que vous tournez le robinet, la distribution d'eau, c'est une activité de service. Si pendant que vous faites votre toilette, vous écoutez les infos, l'information, la radio, la télévision sont des activités de service. Si vous conduisez les enfants à l'école, ben, si vous prenez un tram, un bus, que sais-je, le métro, les transports, ce sont des activités de service. L'école, c'est une activité de service. Si vous devez passer à l'hôpital, la santé, les hôpitaux, les cliniques, ce sont des activités de service. Et vous pensez à ce que vous avez fait sur toute une journée, vous allez vous rendre compte que les activités de service, ben, on fait tout le temps appel. Allez aussi chez l'épicier ou dans une grande surface, c'est faire aussi appel à l'activité de service. D'ailleurs, les auteurs de cet accord ont voulu être complets, puisque la définition dans la GCS des services, c'est les services comprennent tous les services de tous les secteurs. N'oublie personne. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, vous faites sur Internet www.omc.org. Alors là, avant de cliquer, petit conseil d'amis, prenez un tube d'aspirine. Parce que dès que vous avez cliqué, il y a les 22 500 pages qui arrivent. Alors, si vous faites à GCS, voilà, vous allez voir nomenclature. Vous avez 12 secteurs et 160 sous-secteurs. Alors, vous allez voir le souci qu'ils ont eu de ne rien oublier. Dans les secteurs, vous avez finance et assurance, c'est ensemble. Éducation, santé, énergie, transport, enfin, il y en a 12. Enfin, 11, et le 12e, c'est divers. Comme ça, on est sûr de ne rien oublier. Si vous allez, par exemple, dans le secteur éducation, alors là, vous avez tous les niveaux possibles et imaginables d'enseignement, depuis la pré-maternelle, j'ai envie de dire, jusqu'à Bac plus 18. Tous les niveaux y sont, plus divers. Autrement dit, il y a volonté d'appliquer, au terme de séries de négociations successives, la GCS à tous les niveaux d'enseignement. Alors, il y a une exception. Et là, j'en parle parce que c'est parfois, et ça a encore été dit par Madame Fleur Pellerin quand elle était ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement Valls I. C'est que l'accord ne s'applique pas aux services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Et nos dirigeants disent, vous voyez, on ne touche pas aux services publics. Les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental sont les services publics. Évidemment, la force du pouvoir, c'est l'ignorance des gens. Et c'est là-dessus qu'ils s'appuient. Parce qu'évidemment, personne ne passe sa soirée à aller lire les accords de l'OMC. Il faut être maso pour faire ça, hein, ou en faire sa profession. Mais enfin bon, parce que qu'est-ce que le texte dit? Un service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence. Donc qui est gratuit et en monopole. Vous en connaissez beaucoup? Ben oui, les services régaliens de l'État. Et encore, hein, soyons prudents. Quand il était ministre de l'Intérieur, M. Valls disait qu'il allait faire appel de plus en plus à des sociétés privées de sécurité. Et vous savez que sous l'autorité de la garde des Sceaux, il y a les prisons. Et il y a déjà des prisons privées. Vous voyez que le périmètre de l'État, comme dit le journal Le Monde, se rétrécit, même si ça ne va pas aussi vite que ce journal l'espère. Voilà donc pour ce qui est du vocabulaire de l'OMC.
Maintenant, nous allons commencer. Et alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les grandes têtes de chapitre du mandat européen, ce sont les mêmes, et vous pouvez vérifier en allant sur le site de l'OMC et en allant dans mon petit bouquin, ce sont les mêmes que sur le site de l'OMC. Donc on commence par l'accès au marché. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, que le but sera d'éliminer toutes les obligations sur le commerce bilatéral avec un objectif commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane. Donc ça, c'est la première partie, les barrières tarifaires. Éliminer les droits de douane et les réglementations douanières. Là-dessus, quand ils en ont parlé, un peu après la réunion du 14 juin de l'an passé, quand le Conseil des ministres européens devait donner feu vert au mandat, nos journalistes, ceux qui nous disent comment il faut penser, que ce soit sur France Intox le matin ou chez Pujadas à 20h, avec son maître à penser, là, comment il s'appelle encore, François Langlais, oui, c'est ça. Ils nous ont dit, c'est pas grave, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. C'est vrai, sauf dans un domaine, l'agriculture, où là, ils sont encore très importants. Nous avons encore protégé notre agriculture de manière substantielle. Si on supprime les droits de douane sur les produits agricoles qui viennent des États-Unis, il va falloir appliquer le principe de la nation la plus favorisée. Donc, il va falloir 0% de droits de douane, non pas seulement sur les produits agricoles venant des États-Unis, mais sur tous les produits agricoles venant du monde entier. On va être, ce qui n'existe nulle part ailleurs, le marché le plus ouvert au monde. Vous imaginez un tsunami de soja et de blé génétiquement modifié arrivant des États-Unis, des tonnes, des milliers de tonnes de viande arrivant d'Argentine? Comment notre agriculture va-t-elle tenir le coup? Et nous, comme consommateurs? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole, mais j'ai un ami qui est un expert de haut niveau, mais un vrai. Il s'appelle Jacques Berthelot, il est professeur à la fac à Toulouse. Nous sommes collègues au conseil scientifique d'Attaque et lui, il conseille, non pas Nestlé, Danone ou d'autres bandits du genre, non, il conseille la Confédération paysanne. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait une analyse. Il a fait une analyse produit agricole par produit agricole. Et vous savez que chaque fois, c'est un droit de douane différent. Hein, le montant varie. Et il est arrivé à la conclusion que vous avez sous les yeux. C'est que pour résister, pour rester compétitif, puisque c'est la seule chose qui compte aujourd'hui, l'agriculture européenne devra davantage s'industrialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la disparition des petites et moyennes exploitations. Ça veut dire des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître dans l'agriculture. Et pour nous, consommateurs, ça veut dire quoi? Une agriculture industrielle, c'est une agriculture intensive, c'est-à-dire encore plus d'intrants, encore plus d'engrais, encore plus de pesticides. Alors si ça se passe, eh bien lui, il conclut en disant que ça va provoquer un séisme économique, social, environnemental et politique sans précédent. Voilà, ça c'était le premier point. Maintenant, on a le deuxième point. Nos gouvernements estiment qu'il faut accélérer la libéralisation des activités de services. Et donc, on va appliquer à tous les secteurs, rappelez-vous, hein, les 11 plus divers, et à tous les modes de fourniture, un accès nouveau au marché en éliminant les obstacles qui existent encore. Quelle est la conséquence pour les activités de services? On va aller beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà fait depuis 1995. Il y a des gens qui me disent « Oh, c'est pas possible, t'exagères ». Ou d'autres qui me disent « Oui, mais on est déjà dedans ». Je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent « On est déjà dedans », parce que c'est vrai. Il y a 15 ans, on avait encore EDF, GDF. Il y a 15 ans, on avait encore une poste, service public. Il y a 15 ans, on avait... dans un certain nombre d'activités de services, des services publics à 100%. On n'avait pas fait entrer le privé dans le capital.
qu'est-ce qu'on a fait? Appliquer à certains secteurs les accords de l'OMC. Et ici, vous avez vu qu'il est question d'aller plus loin, et donc on a un article qui dit qu'on ira plus loin aussi dans le secteur des services, et on va toucher à des activités de services auxquelles on n'avait pas touché jusqu'à présent, la santé, la sécurité sociale, l'éducation et la recherche. Je ne sais pas si vous faites attention, et je comprends que vous ne fassiez pas attention, parce qu'à un certain moment, c'est saturé, à la publicité qu'on nous abreuve pour le moment en radio et en télévision de la part des sociétés d'assurance privées. Elles sont toutes privées. Ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain. Ils savent que c'est dans la négociation, puisque c'est eux qui l'ont demandé, que ce soit dans la négociation. Voilà. Alors, petite histoire d'abord. Vous vous souvenez peut-être, 1997-1998, un jour, un député de Paris, un Vert, M. Yves Cochet pour ne pas le citer, questionne le ministre de l'économie et des finances de l'époque, M. Strauss-Kahn. Et M. Cochet dit il y a des rumeurs d'une négociation internationale secrète, mais les fuites nous laissent penser qu'il s'agit de choses extrêmement graves. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pourriez nous en dire davantage? Ça devait être un mercredi après-midi, là. Alors Strauss-Kahn répond ne vous en faites pas. Oui, il y a une négociation, mais tout va bien. Tout va bien. On ne peut pas vous en parler parce que c'est une négociation commerciale, donc il ne faut pas que les concurrents avec lesquels nous négocions soient au courant de nos objectifs. Même argument qu'aujourd'hui. Hein. Et puis, dit M. Strauss-Kahn, rassurez-vous, ce sera bon pour la croissance et pour l'emploi. Quelques semaines plus tard, on apprend, grâce à des camarades du Canada, que se négocie quelque chose qui s'appelait Accord multilatéral sur l'investissement, AMI. Une monstruosité qui a, dès que ça a fuité, il y a eu un mouvement d'opposition, il y a eu un travail d'information. C'est d'ailleurs une des motivations de la naissance d'Attaque, de diffuser l'information. Encore une fois, c'est secret, ça nous concerne, eh bien, il faut le faire connaître. Et le mouvement a été tellement puissant qu'à un moment, les parlementaires de la majorité de l'époque sont allés dire à M. Jospin « ça ne marchera pas, on ne pourra pas le voter ». Et donc, M. Jospin a été obligé de retirer la France de la négociation de l'AMI. Il faut y penser quand on est un peu découragé et qu'on croit qu'on ne peut rien faire. Mais malheureusement, en face, il ne désarme jamais. Disons qu'on a gagné 15 ans, mais l'AMI est de retour. C'est le chapitre du mandat européen sur l'investissement. Alors, on a deux articles. Il y a celui qui est sous vos yeux, l'article 22, qui dit quoi? Qu'il faut libéraliser et protéger les investissements. Libéraliser les investissements, c'est éliminer toutes les réglementations, toutes les législations qui freinent les investisseurs. Par exemple, aller dire à un investisseur, attention, si vous venez mettre votre usine là, vous ne pouvez pas jeter vos eaux usées dans la rivière qui passe à côté. Ça, c'est une limite intolérable à la liberté d'un investisseur. Si vous investissez, et j'y reviendrai, vous allez faire des bénéfices, bien, il faudrait que vous réinvestissiez dans le pays une partie des bénéfices. Ça aussi, c'est une limite intolérable. Donc, il faut éliminer toutes les contraintes. Ça peut être aussi les 35 heures, les conditions de travail et de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail, les salaires, tout ce que vous pouvez imaginer qui fait aujourd'hui l'organisation d'un pays, que ce soit sur le plan social, environnemental ou sanitaire.
Protéger les investissements, mais ça, c'est justement ne pas toucher à la rente de l'investissement. Principe, donc, c'est ce que nos 28 gouvernements souhaitent. Hein. Bon, on continue. On va passer à l'article 23, qui est un peu long, mais qui est important. D'abord, on nous dit que la négociation devra inclure des normes de traitement et des règles, mais des règles au sens que je vous ai donné tout à l'heure, qui vont faire partie de l'énumération que vous allez voir dans un instant. Mais c'est dit en particulier, mais pas exclusivement. Ça, c'est un peu comme le divers de la liste, là. Hein. Ce qui n'est pas dans la liste qui va suivre, on pourra quand même le mettre. Hein. Bon, ben voilà la liste qui va suivre. Et là, ça va vous rappeler des choses. D'abord, il faut traiter de manière juste et équitable. Il faut être gentil avec les investisseurs. Donc, pas de mesures déraisonnables. Hein. Donc, quand même, ne pas pouvoir jeter des eaux usées. Le traitement national, vous vous souvenez? Le traitement de la nation la plus favorisée. La protection contre l'expropriation directe et indirecte, avec une indemnisation rapide, adéquate et efficace. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est une expropriation indirecte. Directe, vous savez, mais indirecte. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe au Canada. Il se trouve que la frontière entre les États-Unis et le Canada, à un moment, c'est une rivière. Donc, il y a un pont. C'est entre le Canada et le Michigan. Ce pont a été construit par un homme riche qui a légué le pont à ses héritiers sous forme d'une société anonyme. Donc, c'est un pont privé. Bon, ça, c'est pas original. Maintenant, presque toutes nos autoroutes sont privées. Hein? Le problème, c'est qu'il se trouve que ce pont reçoit 25% du trafic entre le Canada et les États-Unis. Donc, il est complètement saturé. Du coup, les autorités canadiennes proposent à l'État du Michigan de construire un deuxième pont. Mais comme c'est un dialogue entre pouvoirs publics, ça va être un pont public. Le pont est construit. Qu'est-ce qui se passe? La société qui possède le premier pont dépose plainte pour expropriation indirecte. Voilà. On continue. Ah oui, ben ça c'est des chars et des barbelés pour éviter les manifestations et surtout pas permettre le droit de grève. Hein. Et puis si ça ne suffit pas, ben, on créera une clause générale pour y mettre d'autres protections des investisseurs. Et puis le libre transfert des fonds de capital et les paiements par les investisseurs, c'est ce dont je vous parlais un instant. Et je vous donne un exemple concret. Le Brésil, après la signature des accords de l'OMC, s'est dit, si je libéralise complètement le droit d'investir, je vais attirer beaucoup d'investisseurs. Donc, ils ont pris une série de décisions, mais ils avaient laissé en vigueur une loi qui disait que tout investisseur étranger devait réinvestir 10% du bénéfice net de l'exercice antérieur. 10%. C'est pas le Pérou. Enfin, c'est pas le Brésil. Eh bien, ça a été jugé intolérable par un investisseur américain, enfin US, qui a donc demandé au gouvernement des États-Unis de déposer plainte contre le Brésil à l'OMC, et le Brésil a perdu, naturellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Brésil était soit, la décision de l'OMC, c'est soit de supprimer la règle, soit de payer des compensations. Et le Brésil a supprimé cette loi. Donc ce genre de pratique risque de nous arriver. Conséquence, ben, il y en a de deux ordres. Je sais bien que ce n'est plus à la mode aujourd'hui, ça fait pas dans l'air du temps de parler de politique industrielle. Comment donc les pouvoirs publics oseraient-ils encore aujourd'hui, après la droite complexée ou décomplexée et la droite complexée qu'on a aujourd'hui, comment les pouvoirs publics oseraient-ils encore se mêler de politique industrielle? Je veux bien, moi, mais nous, les humains et notre planète, nous sommes maintenant confrontés à des défis comme jamais l'humanité n'en a connu. La destruction à marche forcée de la biodiversité, la dégradation profonde de notre environnement et des équilibres écologiques et les changements climatiques.
Est-ce que vous pensez que le jour où enfin, ces gens qui à Paris, à Berlin, à Washington, à Moscou, à Pékin se disent des gouvernants responsables, le jour où enfin ils prendront des mesures pour arrêter ces phénomènes, mais il faudra qu'ils pratiquent une politique industrielle. On ne pourra pas laisser faire n'importe quoi, n'importe comment aux entreprises privées. Mais au moment où on aura besoin de cet outil, on nous l'enlève. Parce qu'avec l'énumération que vous avez vue qui précède, une politique industrielle, ce n'est plus possible. Et on peut se poser, deuxième conséquence, beaucoup de questions sur jusqu'où va aller la libéralisation et la protection des investisseurs quant à la législation sociale en matière de temps de travail, de salaires différés, de conditions de travail, de sécurité et d'hygiène, de respect de l'environnement et d'utilisation des bénéfices nets.